Donc aujourd'hui, on est réunis tous ensemble pour un webinaire qui va durer 1 heure, donc de 11 heures à midi, sur le thème de préparer le déploiement d'un projet DUI, les prérequis organisationnels et techniques. Donc, je me présente, Cécile Helleux, chargée de mission transformation numérique au sein du collectif SI médico-social des Hauts-de-France, et donc avec la charge, moi, plus spécifique des secteurs de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme. Et nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés ce matin Ghislain Gauthier, qui est chargé de mission SI, membre du collectif SI social et médico-social de Bourgogne-Franche-Comté et expert au niveau de l'ANAP. Et par ailleurs, vous avez également d'autres membres du collectif qui sont connectés ce matin, dont ma collègue Gwenaëlle Renou, chargée de communication, qui va pouvoir gérer tout ce qui est espace discussion, commentaires, voilà. Alors, Bonjour à tous. pardon, hop. Donc, les petites règles de bonne pratique pour que tout se déroule au mieux ce matin. Donc, on vous invite par défaut à couper vos micros. Sachez que par contre, vous pourrez intervenir à tout moment dans le webinaire en levant par exemple la main pour qu'on puisse vous faire intervenir. Ou alors, tout simplement, vous pouvez aussi poser vos questions via l'onglet Conversation. Cette session ce matin est enregistrée et donc ce qui vous permettra ensuite que l'on vous diffuse à l'issue le replay de cette session. Et puis ce replay sera également disponible sur notre site internet. Si vous le souhaitez, vous pouvez activer vos caméras ou les laisser couper, c'est comme vous le souhaitez. Au programme de ce matin, donc un premier temps où je vais vous présenter ce qu'est le collectif SI social et médico-social des Hauts-de-France. Puis ensuite, donc Ghislain Gauthier interviendra en 2 parties. Une première partie sur comment préparer le déploiement ou la mise en conformité d'un DUI et quels sont les points techniques à valider en amont du projet. Et je reprendrai la parole pour conclure avec les perspectives et les pistes pour aller plus loin. Alors, le collectif SI social et médico-social est une association qui est née en 2021 de la volonté de 7 fédérations que sont l'ADMR, la FHF, la FEAP, NEXEM, SINERPA, l'URIOPS et l'UNA. Ces 7 fédérations souhaitaient travailler ensemble autour des enjeux du numérique et des systèmes d'information. Nous avons donc pour mission d'accompagner l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux des Hauts-de-France qui en feraient la demande. Et cet accompagnement, nous avons la possibilité de vous le proposer à titre gracieux puisque nous bénéficions de financements publics, un financement ARS et un financement européen, le fonds FEDER. Ce webinaire de ce matin, pardon, alors il y a quelqu'un qui a sans doute pas coupé son micro, je m'entends en écho. Si c'est possible, merci à vous. Ce cycle de webinaire est constitué de 8 sessions. Aujourd'hui, nous sommes sur la 4e session, donc le 4e webinaire qui traite du coup du déploiement d'un projet DUI. Il y a déjà eu 3 webinaires qui se sont déroulés et dont vous pourrez retrouver les replays et 4 autres à venir. Je passe la parole à Ghislain. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci au collectif SI médico-social et social des Hauts-de-France de m'accueillir pour l'animation de ce webinaire. Et donc, Ghislain Gauthier du collectif SI social et médico-social de Bourgogne-Franche-Comté. Donc aujourd'hui, nous allons traiter 2 sujets, les prérequis techniques et les prérequis organisationnels. On va commencer par les prérequis organisationnels et dont notamment la conduite du changement et la gestion de projet. Alors que l'on soit déjà porteur d'un projet, c'est intéressant pour dessiner l'avancée de son projet, ou alors quand on veut candidater, c'est intéressant également pour construire la charge humaine liée au projet. En deuxième point, nous traiterons les prérequis techniques, tout ce qui permettra de faire les demandes de financement spécifiques notamment, ou alors tout ce qui est nécessaire pour préparer le bon déploiement d'un DUI. Sur la partie organisationnelle,
Vous avez certainement, donc là, on a repris les différentes étapes ANAP de conduite du projet, de gestion de projet. Vous avez certainement déjà organisé la gouvernance opérationnelle et stratégique, ça faisait partie du dossier de candidature ou ça va faire partie de votre prochain dossier de candidature. Vous avez déjà cadré votre projet, vous avez préparé l'achat pour ceux qui sont avancés au niveau acquisition d'un logiciel de DUI. Et maintenant que vous allez ou que vous avez sélectionné votre éditeur, il faut commencer à préparer le déploiement du DUI. Et c'est vraiment sur cette étape que l'on va se focaliser ce matin. Oui, désolée, ça met un petit peu de temps. Donc la première considération, c'est de vraiment organiser correctement le pilotage du projet. On a toujours tendance à dire que c'est un projet informatique, donc du coup, ça doit être piloté par le responsable informatique, s'il y en a un, ou la personne en charge de l'informatique. C'est une grosse erreur parce qu'en fait, c'est d'abord un projet métier. C'est d'abord un projet métier et donc il faut s'appuyer sur des experts du métier. L'informatique ne connaît pas forcément le métier et on est souvent à côté, je dirais, des besoins réels du métier. Donc l'équipe projet, elle est composée déjà d'un chef de projet et de référents métiers. Dans le cas d'un gros OG avec différents établissements, on pourrait penser que le chef de projet, il sera au sein du siège social, par exemple, et des référents métiers en fonction des pôles, enfance, adolescence, adultes, tous les établissements médicalisés, par exemple. Ou quand on est dans une grappe de multi-OG, multi-établissements, dans ce cas-là, le chef de projet reste au niveau de la grappe, au niveau du porteur de la grappe, et ce chef de projet va s'appuyer sur différents référents métiers dans les organismes gestionnaires qui font partie de cette grappe. Et vous le voyez sur le schéma, en fait, le RSI, s'il y en a un, en fait, il intervient uniquement en tant que service support. Donc, en fait, ça peut très bien être un responsable informatique qui est au sein de l'organisme gestionnaire ou un prestataire de services externe. La direction, elle, intervient en sponsor. Très important, parce que un projet de DUI n'est pas un long fleuve tranquille, et il y a forcément des étapes qu'il va falloir trancher. Soit on décale le planning, soit on met des ressources complémentaires pour atteindre les objectifs, pour atteindre les différentes étapes. Et là, pour le coup, c'est la direction qui intervient en tant que sponsor et qui décidera la stratégie d'orientation du projet. Comment préparer le déploiement de CDUI? On commence toujours par analyser l'impact sur l'organisation. Et ça, c'est une première étape de la conduite du changement. Ah, il y a un micro qui n'est pas coupé. Donc, en fait, il faut identifier et modéliser les processus métiers qui vont être impactés par le changement, par l'acquisition d'un DUI. Donc, si c'est l'acquisition d'un DUI, quand on passe d'un mode papier ou d'un mode Word Excel à un mode DUI, dossier d'usage informatisé, forcément, il y a un impact très fort sur les différents métiers, sur les processus métiers. En revanche, quand on est dans un projet de mise en conformité pour aller vers un DUI référencé Ségur, dans ce cas-là, l'impact il est beaucoup plus faible. L'impact va surtout concerner la mise en place de l'INS, l'utilisation de la MSS et l'envoi des documents dans le DMP. C'est très important d'identifier les processus métiers impactés pour comprendre et décrire les changements pour les professionnels, pour évaluer le niveau de connaissance des professionnels impactés et ensuite en déterminer, je dirais, l'accompagnement nécessaire pour faire en sorte que ce projet de DUI ait toute l'adhésion des professionnels. Il faudra définir des objectifs essentiels donnés à chaque catégorie de population en matière d'usage du DUI. Je reprends un exemple concret. Si on est sur le passage à l'INS, qui est une étape d'un projet, euh, l'objectif, c'est que 100% des usagers aient une identité qualifiée. Quel sera l'impact pour les professionnels? Est-ce qu'aujourd'hui, on demande déjà les pièces d'identité des usagers ou pas? Et donc, on peut rajouter différents processus et cette analyse d'impact, en fait, va permettre d'identifier les ressources nécessaires pour l'accompagnement au changement et d'anticiper le mode de déploiement. Ça ne sert à rien de réfléchir aujourd'hui si on veut un déploiement en une seule fois, établissement par établissement,
ou par catégorie d'établissement ou par zone géographique. Il faut déjà réfléchir à l'analyse d'impact pour les professionnels avant de réfléchir au mode de déploiement. Si on a un mode de déploiement, un impact qui est très faible, on pourra faire un mode de déploiement sur un plus grand nombre d'établissements. Par contre, si on a un impact qui est très fort pour les métiers, il faudra un accompagnement sur le terrain plus important et donc un mode de déploiement qui sera cadencé en fonction de cette intensité de changement. Vous pouvez m'arrêter à tout moment, hein, lever la main, poser des questions. Ce sera avec grand plaisir. Nous ne sommes pas nombreux, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Ensuite, lorsqu'on a défini lorsqu'on a réfléchi aux différents impacts métiers, on va réfléchir à la matrice d'habilitation. Cette matrice d'habilitation est très importante également car elle évite de faire du sur-mesure, du trop détaillé dans le paramétrage du DUI. Donc, cette matrice d'habilitation doit permettre d'identifier les profils utilisateurs à créer et les habilitations qui y sont liées. En général, d'ailleurs, c'est pas en général, c'est de base, un professionnel ne doit voir que les usagers qui l'accompagnent, que les personnes accompagnées. Il ne peut pas voir toutes les personnes accompagnées de l'organisme gestionnaire. Par contre, est-il nécessaire de... Parce que ce professionnel, il peut très bien être dans un service par défaut et venir en renfort sur un autre service. Donc peut-être qu'on va faire des profils un peu plus génériques, un peu plus général, on va dire, de manière à ce qu'il ait la visu sur les personnes accompagnées en temps normal, plus les personnes accompagnées euh, quand il intervient en renfort. Dans tous les cas, il faut répondre aux besoins des utilisateurs pour faciliter l'usage, mais également répondre à des enjeux de sécurité d'accès. Je le répète, on ne peut pas donner l'accès à tous les usagers pour un professionnel. Ça, c'est pas cohérent et c'est interdit. Le nombre de profils doit être restreint parce que plus vous allez détailler les profils et plus vous aurez une charge d'administration importante. J'ai donné quelques exemples. On peut avoir un profil super administrateur ou un profil administrateur, hein, c'est pour les gens qui vont donner les accès. Un profil administratif, parce que ce profil administratif va accéder à tous les documents d'admission et administration de l'usager, mais n'aura pas accès aux données médicales de l'usager. Un profil d'accompagnant, un profil de soignant, un profil médical en tant que tel. C'est-à-dire, l'objectif est vraiment d'avoir peu de profils, mais avec des droits assez précis. Avez-vous des questions? Pas de main levée, pas de questions dans le chat, et bien on continue. Donc ensuite, une fois qu'on aura défini, qu'on aura analysé l'impact pour les professionnels, qu'on aura défini les profils, la sécurité et ainsi de suite, on va pouvoir engager le paramétrage du DUI. Vous avez ici la cartographie ANAP des différents modules fonctionnels d'un DUI. L'idée est de définir un paramétrage le plus large possible qui peut répondre au maximum d'établissements et éviter d'avoir un paramétrage spécifique par établissement ou par organisme gestionnaire, vraiment seulement si c'est indispensable. Plus vous aurez de spécifiques et plus ce sera compliqué à maintenir dans le temps et plus ce sera cher ensuite à maintenir dans les prochaines années. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à un paramétrage commun à l'ensemble de l'organisme gestionnaire. Alors, dans certains cas, ça va bien se passer et dans d'autres cas, on va avoir des différences de discours entre, par exemple, un établissement médicalisé et un établissement non médicalisé. Et dans ces cas-là, en fait, il faut trouver le compromis, le consensus pour faire en sorte que ce paramétrage soit le même pour tout le monde. Ce qui est important, si on peut revenir avant, ce qui est important dans ce paramétrage, c'est s'assurer, quand on a le même paramétrage dans tous les établissements, on a la garantie, quasi-garantie, que les établissements vont utiliser de la même manière le logiciel. Si on fait du spécifique, on risque d'avoir des dérives où des établissements vont utiliser le logiciel d'une certaine manière et d'autres établissements vont l'utiliser d'une autre manière. Ce qui veut dire sur la consolidation des indicateurs, ça va être très, très compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à avoir un paramétrage unique pour l'ensemble de l'organisme gestionnaire. Ensuite,
lorsqu'on a fait ce paramétrage, on va devoir le tester et vérifier que tout correspond, tous les ateliers. Donc, en fait, lorsqu'on a dessiné le paramétrage, on a forcément organisé des ateliers de conception, des ateliers de réflexion avec un maximum de professionnels de référents métiers. Je reviens sur le terme référent métier là, au niveau de l'organisation. Et ensuite, il va falloir vérifier que ce qu'on a dit et écrit en atelier de conception correspond bien à ce qui a été paramétré dans le dossier usager informatisé. Je vous cite les différentes étapes du marché public qu'on pouvait avoir en 2022 au niveau du RESA, mais c'est valable pour la démarche projet, la conduite de projet, et notamment la mise en ordre de marche, où en fait c'est la vérification que tous les composants matériels et logiciels sont là. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que quand on a acheté le module soins, par exemple, dans le logiciel de DUI, eh ben, qu'il est bien présent. Ensuite, on va vérifier le paramétrage applicatif. C'est-à-dire que là, on va vérifier que tout ce qu'on a dessiné dans les ateliers de conception répond bien et bien été transcrit dans le logiciel de dossier usage informatisé. Ensuite, on va vérifier que ce qu'on avait imaginé, donc ça c'est la vérification d'attitude, ce qu'on avait imaginé dans l'atelier, eh ben, on n'a rien oublié lorsqu'on le met en production, lorsqu'on le simule dans le logiciel. Cette vérification d'aptitude est très importante puisque c'est un engagement contractuel. L'éditeur va vous demander de signer une vérification d'aptitude qui correspond au bon de livraison, hein. C'est-à-dire que le logiciel a été livré et paramétré suivant vos besoins. Donc, soyez très, très, très vigilants à tout tester. Il faut absolument avoir un cahier de vérification, hein, un cahier de recettes, en fait, où chacun s'engage à dire oui, c'est conforme à ce qu'on avait dessiné, à ce qu'on avait imaginé en atelier de réflexion, et que c'est cohérent par rapport au fonctionnement de mes établissements. Et enfin, il y a la vérification de services réguliers, c'est la mise en production, où là, on s'assure que le logiciel, il tient la route. Il tient la route dans la montée en charge, il tient la route dans le fonctionnement au quotidien pour les professionnels. Cécile. Hop, voilà, merci. Alors ensuite, on a un logiciel qui est prêt, on l'a paramétré, il est cohérent par rapport à mes besoins. Et donc maintenant, on va reprendre l'analyse d'impact pour préparer l'accompagnement. Là, on revient sur la conduite du changement. Dans la conduite du changement, il faut élaborer un plan de formation adapté aux besoins. On l'a déjà évoqué en début de ce webinaire, c'est-à-dire que si on est sur un projet d'acquisition, forcément, l'accompagnement au changement, le plan de formation sera plus important que si on est sur un projet de mise en conformité, que les professionnels connaissent déjà le logiciel. Il ne faut pas sous-estimer le besoin d'accompagnement. Et c'est bien souvent l'erreur qu'on peut faire. On se dit, bah, tiens, ils connaissent déjà le logiciel, c'est bon, ça va passer comme une lettre à la poste. Mais non, c'est l'occasion de réinculquer, de réacculturer les professionnels au logiciel. C'est l'occasion d'accompagner les professionnels pour faire en sorte qu'il y ait des vrais usages dans le DUI. Si à un moment donné, on n'utilise pas le DUI correctement, il y a un risque sur l'atteinte des indicateurs d'usage. Une fois qu'on a élaboré ce plan de formation, on a également le plan de communication. Ce plan de communication, il est tout au haut du projet, dès le début, dès la candidature au plan SMS numérique, jusqu'au déploiement dans les établissements. Et après le déploiement d'établissement, la communication autour du logiciel pour maintenir une certaine dynamique autour du logiciel. Cette communication, ça permet vraiment de favoriser la décision des parties prenantes impliquées au projet et de limiter la résistance au changement et donc ainsi de faciliter le déploiement. Cette communication est très importante parce qu'on a parlé d'ateliers de conception tout à l'heure où on va solliciter les référents métiers, on va solliciter des professionnels. S'il se passe 6 mois entre le moment où on a sollicité les professionnels et le moment où arrive le logiciel, et qu'il n'y a pas eu de communication entre-temps, les professionnels se disent, bah, ça y est, on a encore travaillé dans le vent. Ils nous ont consommé du temps pour rien. Il faut de la communication pour dire où est-ce qu'on en est. Il faut que le professionnel comprenne que le temps qu'il a dépensé pour vous, il a servi à quelque chose.
Et ensuite, il faut absolument penser l'organisation pour l'assistance utilisateur. On a beau faire des formations, un plan d'accompagnement de la communication, il faut être sur le terrain pour accompagner les gens à l'utilisation du logiciel. Nous sommes tous pareils, quand on est en formation, on retient qu'un certain pourcentage de ce qu'on nous dit. Et quand on est face à l'écran, on se dit, mince, comment je fais? Et quand le professionnel est là en train de se dire comment je fais, il faut qu'il puisse avoir la réponse quand il a, parce que j'ai toujours un problème, un souci, une angoisse. C'est pas un problème technique forcément, c'est qu'il se rappelle plus comment faire. Et il faut qu'il y ait une équipe support qui soit définie, qui soit organisée, qui soit accessible, et pourquoi pas qu'il soit sur le terrain. Si le professionnel, il est inquiet de faire une bêtise dans le logiciel, il faut qu'il puisse être assuré rapidement. Sinon, il n'ira pas dans le logiciel. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est les premières minutes d'accès au logiciel qui sont primordiales pour l'adhésion du professionnel. Donc, soit il se rappelle de ce qu'on lui a dit en formation et il le fait, ou soit il ne s'en rappelle pas et il faut absolument qu'il y ait une assistance utilisateur pour lui rappeler. C'est dans ces premières minutes qu'il faut que l'assistance puisse répondre. C'est pas, il envoie un mail et l'assistance répond sous 24 ou 48 heures. Quand on est en mode changement de projet, en mode changement de DUI ou en mode changement de version, il faut que le support soit au plus proche du professionnel concerné. Avez-vous des questions? Toujours pas Le de moment, questions, pas de aucune main question levée. dans le chat. Voilà. Et donc ensuite, une fois qu'on est prêt côté logiciel, on est prêt côté organisationnel, on va définir son plan de déploiement. On va se servir toujours et encore de l'analyse d'impact. Plus l'impact est fort et plus on ira progressivement dans le déploiement. Si l'impact est faible, on va pouvoir faire des lots d'établissements. Dans tous les cas, pour chaque unité de déploiement, quand je dis unité, c'est un lot. Ça peut être un établissement ou plusieurs établissements géographiquement rapprochés pour l'équipe support, ou plusieurs établissements d'un même secteur, par exemple médicalisé, ou plusieurs établissements d'un même pôle, enfance-adolescence, par exemple. Dans tous les cas, il faut faire une réunion de lancement pour informer de comment ça va se passer, pour informer de la communication, c'est de la communication, hein, pour informer de l'accompagnement qu'on met en place, pour rassurer. Voilà. On organise les formations au plus proche de la date du changement. On va suivre les usages. Alors, suivre l'usage, c'est très important. Et je vous invite vraiment à consulter la doc ANAP. Il y a une nouvelle doc ANAP qui est sortie sur les différents indicateurs d'usage de différents modules fonctionnels du DUI. L'idée, c'est de se dire, bah, tiens, si j'ai un indicateur d'usage qui est très faible, je dois comprendre où est-ce que j'ai pêché dans l'organisation. Est-ce que mon logiciel est paramétré, mal paramétré? Est-ce que j'ai mal communiqué? Est-ce que j'ai mal formé mes professionnels? Dans tous les cas, si l'indicateur d'usage est très faible, c'est rarement la faute du professionnel. Donc, il faut revoir sa conduite du changement. Et donc, avec ça, en fait, on va évaluer la qualité du changement, on va évaluer l'adhésion des professionnels et on va pouvoir se réinterroger sur ma conduite du changement. Et enfin, on va clôturer le déploiement en fonction des objectifs d'usage. J'en reviens sur les objectifs. Il faut absolument suivre les indicateurs de chaque module fonctionnel pour mesurer l'usage des modules fonctionnels. Et cette clôture, en fait, et cette analyse d'impact d'évaluation va permettre de définir la fin du déploiement, parce que là, on était sur des sites un peu pilotes au début, et de se dire, OK, là, on a été peut-être un peu large, on peut mettre plus d'établissements dans le lot, parce que finalement, les professionnels, ils adhèrent très bien au dossier usage informatisé. L'impact de changement est plus faible qu'envisagé, ou à l'inverse, la culture du numérique pour ces professionnels, on l'avait surestimé. Il faut plus accompagner. Voilà. Donc, on identifie les pilotes, on prépare la phase de généralisation en fonction des retours des pilotes. Donc, on évalue, on adapte. Il faut absolument adapter sa méthode de déploiement pour être au plus proche des établissements. Et il faut être assez souple
par rapport aux établissements, parce que dans l'établissement, en fait, il y a toujours des moments très compliqués liés à l'absence de ressources humaines, liés à des gestions de crise, liés, par exemple, à une crise Covid, hein. Et pour ça, en fait, la gestion le déploiement, en fait, hein, la gestion de changement autour du plan de déploiement doit être la plus souple possible pour s'adapter aux établissements. Ça sert à rien d'aller dans un établissement qui est déjà saturé, qui est déjà sous l'eau, hein. Voilà. Et donc, du coup, ainsi, on ajuste le planning de déploiement en conséquence. Vous avez deux documentations ANAP qui dédiées au DUI, déployer un dossier d'usager euh, en méthode pour le chef de projet et en checklist pour le chef de projet. Je vous invite à aller voir d'autres documentations ANAP qui sont relativement bien faites, notamment sur la conduite du projet, comme vous les avez là, sur la conduite du changement, très important, avec les différentes étapes que j'ai pu lister aujourd'hui sur la conduite du changement, et, euh, et les indicateurs d'usage du DUI. Voilà. Avez-vous des questions? Parce que là, on a fini la partie organisationnelle. Avez-vous des questions sur cette méthode, sur cette partie-là? Pas de questions plus que ça. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'assistance, nous avons des porteurs de projets ESMS numérique? Et est-ce que ces porteurs de projets ont bien intégré la gestion de projet et la conduite du changement dans leur projet? Personne ne veut répondre? Il y a pas de mal, hein, si vous me dites, bah non, moi j'ai bien fait la gestion de projet, mais j'ai pas fait la conduite du changement, hein. Pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Oui, excusez-moi, moi je suis Oui, porteur de projet pour la grappe UNO 62. d'accord. Alors, bah, effectivement, on n'a pas, enfin, j'ai pas intégré tous ces paramètres-là. Donc, bah, d'où l'utilité du webinaire d'aujourd'hui, parce que du coup, voilà, il y a des choses que j'ai pas forcément mis en place. Alors, euh, on en a discuté, hein, un petit peu quand même au comité de pilotage avec les adhérents, mais c'est vrai qu'on n'a rien mis en place de particulier. Alors, je dirais, c'est presque normal, parce que et merci de votre témoignage, et parce qu'en fait, on oublie toujours la conduite du changement. Mais sachez que 70% des projets où il n'y avait pas de conduite du changement n'atteignent pas leurs objectifs. 70%, c'est énorme. Voilà. Donc, il est encore temps d'intégrer une conduite du changement. Et c'est pour ça que dans le plan SMS de numérique 2023, dans le dépôt du dossier Galis, il est demandé d'avoir un plan de conduite du changement, voilà, avec un planning de conduite du changement. Voilà. D'où l'importance de cette conduite du changement. Je vous propose qu'on passe au point, aux prérequis techniques. Alors, j'ai fait une petite représentation de la chaîne de liaison en partant de l'utilisateur jusqu'à votre DUI. Et on voit que dans cette chaîne de liaison, en fait, bon, c'est pas un webinaire destiné aux informaticiens, hein, c'est en langage non informaticien. Et on voit dans cette chaîne de liaison bah, qu'il y a la partie utilisateur, qui est la gestion des accès. On a la partie parc PC, en termes de donc tous les PC, est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'ils sont sécurisés? Est-ce qu'ils sont à jour? On a la partie réseau interne, le câblage dans vos établissements. On a une partie serveur qu'on va traiter, une partie sécurité et surtout la partie accès Internet. Est-ce que vous avez suffisamment de débit pour que pour que le DUI soit fluide pour l'utilisateur? Voilà. Donc l'intégration, c'est très bien, non? Donc en fait, l'intégration d'un dossier technique, d'un DUI, nécessite de balayer cette chaîne de liaison pour s'assurer que toute la chaîne de liaison soit fiable, soit stable, et que le DUI soit pleinement utilisable par les professionnels. La première étape, c'est l'accès. L'accès d'utilisateur et la gestion des accès. Le déploiement de l'identité numérique individuelle. Qu'est-ce que c'est que l'identité numérique individuelle? C'est un professionnel
physique, un salarié, égale un compte, un mot de passe. Ça, c'est la base de la base de la base. Donc, du coup, en fait, il y a encore beaucoup d'organismes gestionnaires ou beaucoup d'établissements qui travaillent avec des comptes génériques. Le compte générique, ce n'est pas possible et c'est interdit lorsqu'on utilise des données de santé. C'est un salarié, un compte, un mot de passe. De la même manière, à titre personnel, vous êtes une personne physique, vous avez un compte dans France Connect et votre mot de passe à vous, voilà, pour accéder à vos données de santé. Non, si on peut revenir, parce que j'ai pas fini. Donc en fait, du coup, ce besoin d'authentification individuelle nécessite une certaine organisation dans vos organismes gestionnaires. Il faut absolument que vous ayez des processus de création, modification et suppression des comptes. Alors oui pour le DUI, mais également pour votre organisme gestionnaire. Demain, ça se passe mal avec un salarié, vous vous en séparez, il faut absolument pouvoir supprimer ces accès le plus rapidement possible. Sinon, demain, le salarié peut très bien entrer dans le DUI à distance, falsifier des preuves ou vous mettre en défaut sur des choses qui sont fausses. Donc, il faut absolument un compte, un mot de passe et pour un salarié. Donc, tout ça, ça se gère. Il faut des processus de création, modification, suppression de compte, une complexité des mots de passe. L'ANSSI ne demande plus à ce que les mots de passe soient renouvelés tous les N mois. L'ANSSI dit, c'est pas grave si le salarié ne change pas ses mots de passe, mais ce qu'il faut absolument, que ce soit des mots de passe compliqués. Voilà. Et ensuite, comme tout bon processus, il faut vérifier qu'il fonctionne. Alors ça vous sert aussi bien pour le DUI, ça vous sert aussi bien pour les commissaires aux comptes, qui le demandent maintenant concernant les flux financiers. Donc, on a des processus et on s'assure, tous les ans par exemple, ou tous les 6 mois, que toutes les personnes que j'ai en compte, qui possèdent un compte, sont toujours salariées, sont toujours payées. On fait un balayage et on s'aperçoit qu'il y a souvent des trous dans la raquette, notamment sur la suppression des comptes. Voilà. Ça sert également dans l'audit RGPD, ça. La mise en conformité RGPD. Le deuxième point, c'est le parc bureautique. Le PC, la tablette, c'est un élément primordial également pour un accès fluide au DUI. Excusez-moi, j'ai un téléphone qui sonne à côté. Donc, il faut s'assurer qu'on ait un taux de couverture suffisant du parc bureautique et avoir un plan de renouvellement du parc bureautique. Un PC est fait pour vivre au maximum 5 ans. Ça ne sert à rien de vouloir garder un PC 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, comme j'ai pu le voir, parce qu'au-delà de 5 ans, le PC coûte plus cher qu'un PC acheté. Donc le PC coûte plus cher en termes d'exploitation, risque de panne, lenteur pour l'utilisateur, insatisfaction. Ça coûte plus cher qu'un PC neuf. Il faut également s'assurer du taux de couverture dans les établissements. Si vous n'aviez pas de DUI jusqu'à présent et que vous allez avoir un DUI et que vous voulez que les professionnels saisissent dans le DUI, il faut s'assurer qu'il y a assez de PC et qu'il n'y ait pas une file d'attente vers les professionnels. Hein. Donc, en général, on compte un PC pour un professionnel administratif. Je dis bien en général, c'est à adapter en fonction de votre contexte, en fonction de vos établissements. Un PC pour 2 accompagnants dans l'établissement ouvert en journée et un PC pour 3 accompagnants dans l'établissement ouvert en 24/24. Voilà. Le réseau interne, c'est la base du bon fonctionnement d'un système d'information. J'ai pu le voir dans différents établissements, le réseau interne ressemble souvent à des cordes à linge. Donc, c'est l'occasion, via les financements spécifiques, de remettre ça à plat et de s'assurer qu'on a un réseau interne qui puisse communiquer, qui puisse échanger à très haute vitesse. Alors, pour ça, je vous invite à aller voir vos prestataires ou vos responsables informatiques, si vous en avez, qui vous donnent un état des lieux, qui vous disent, ben voilà, non, le câblage, il est bien, il est correct, ou alors, non, mais là, il y a tout à refaire. Voilà. Il faut s'assurer, hop, on revient, il faut s'assurer également que le réseau Wi-Fi soit suffisant, notamment pour le déploiement du DUI dans les établissements médicalisés
où on veut faire une saisie à la volée sur tablette, par exemple, des constantes d'une personne accompagnée ou d'une délivrance médicamenteuse. Et là, si le Wi-Fi n'est pas capté dans la chambre, n'est pas accessible depuis la chambre de la personne accompagnée, bah forcément, le professionnel il va devoir retourner au bureau le plus proche pour pouvoir se connecter et saisir. Et ben, c'est forcément une charge. Et puis, c'est pas l'objectif d'un DUI, c'est qu'il soit au service des professionnels. Ça sert à rien de mettre un logiciel pour le plaisir de mettre un logiciel. L'objectif, c'est que si le professionnel il peut saisir à la volée depuis la chambre de la personne accompagnée ses constantes, c'est toujours ça qui est fait. Et c'est surtout pour le professionnel une décharge psychologique. Une fois qu'il l'a saisi, il a pu y penser, il passe à autre chose. Voilà. Donc oui, on s'assure du câblage physique, mais on s'assure également du Wi-Fi si on en a besoin. Je dis bien Wi-Fi, quand je dis Wi-Fi, c'est Wi-Fi sécurisé. Voilà. L'architecture serveur sauvegarde, plan de reprise d'activité et plan de continuité d'activité. Sur ce sujet-là, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à prendre des DUI en mode SaaS, donc hébergé chez l'éditeur, pour différentes raisons. C'est que l'État a sorti un cahier des charges DSR version 1, il est en train de sortir un cahier des charges DSR version 2, ce qui fait que les éditeurs sortent énormément de versions. Si vous êtes chez l'éditeur, vous profiterez des dernières versions, c'est pas votre responsabilité, c'est pas votre charge. Alors que si vous êtes sur un serveur interne dans votre établissement, c'est à vous à suivre, à faire en sorte que l'éditeur fasse bien les montées de version. Donc là, vu qu'on est dans une phase où il y a énormément de versions qui sont sorties par les éditeurs, je vous invite vraiment à être en mode hébergé chez l'éditeur. Première raison. La deuxième raison, c'est qu'on parle de données de santé dans le dossier d'usage informatisé. Et pour pouvoir avoir des données de santé, pour pouvoir héberger des données de santé, il faut être dans un data center certifié hébergeur de données de santé. Quelquefois, en fait, on se partage des serveurs entre différents organismes gestionnaires, donc on sort de l'entité juridique, et dans ces cas-là, il faut être hébergeur de données de santé. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, encore l'exemple qui est arrivé hier, puisqu'un data center a brûlé à Lyon, et des organismes gestionnaires ont perdu leur infra. Il est plus que temps de réfléchir au plan de reprise d'activité. Et ce plan de reprise d'activité, il est inclus dans le contrat des éditeurs. L'éditeur doit s'engager, en cas d'incendie de son data center, il est capable de redémarrer en combien de temps. Voilà. On a toujours tendance à croire que ça arrive qu'aux autres, mais ça peut vite arriver et c'est important d'être vigilant sur ce sujet. Toujours sur ce sujet de plan de reprise d'activité, vous, dans vos contrats, vous allez vérifier le taux de disponibilité. C'est-à-dire que l'éditeur s'autorise combien de temps d'interruption. Et ce temps d'interruption est-il cohérent par rapport à votre activité? Je suis dans un ENM, par exemple. OK, si je n'ai pas mon DUI pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est gênant, mais ce n'est pas bloquant. Je suis dans une masse, je n'ai pas mon DUI pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, là, ça peut être bloquant. On va également réfléchir RTO, c'est le temps de redémarrage. Le data center a brûlé, l'éditeur s'engage à redémarrer en combien de temps? S'il s'engage à redémarrer en 2 heures, c'est très bien, en 4 heures, c'est très bien. S'il s'engage à redémarrer en une semaine, c'est pas cohérent. Ensuite, la perte de données, le RPO, le Recovery Perte, je ne sais plus quoi, Point, je ne sais plus, voilà. Donc en fait, c'est la perte des données. Cette perte des données, OK, ben, quel que soit l'incident, l'éditeur, il a beau mettre en place tous les systèmes, il n'y a jamais une synchronisation en temps réel vers tous ces data centers. C'est-à-dire qu'entre le moment du crash et la restauration, il y aura eu forcément une perte de données. Comment vous, en interne établissement, vous faites pour ressaisir ces données qui auront été perdues? Voilà. La fréquence et la rétention des sauvegardes. Certains éditeurs proposent des sauvegardes à 7 jours. Ce n'est pas suffisant, notamment quand on est sur des établissements enfance, avec un été où l'établissement est fermé pendant près d'1 mois. La clause de réversibilité qu'il faut également regarder. Combien, alors ça, normalement, vous l'avez mis dans votre bordereau de prix unitaire sur le marché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans 10 ans, vous n'êtes pas satisfait de votre dossier d'usage informatisé.
comment je fais pour récupérer mes données et ce mode de récupération de données sera-t-il exploitable pour mon nouvel éditeur? Alors, je vois qu'il y a différentes questions dans le chat. C'est très bien. Doit-on considérer que les aides à domicile doivent également avoir accès au DUI ou cela est-il géré effectivement par les administratifs? Alors, les aides à domicile, généralement, elles ont accès au DUI. Oui. Alors, moi, ce que je constate dans les organismes gestionnaires pour les aides à domicile, c'est que bien souvent, c'est depuis le smartphone. Pour dire, j'ai fait telle activité pour tel usager, ou alors l'usager va bien, ou j'ai pris, voilà, et ainsi de suite. Donc oui, en général, les professionnels accèdent au DUI et c'est tout l'intérêt. Parce que sinon, ça veut dire que le professionnel note que l'administratif va réécrire dans le DUI. Aucun intérêt. Merci, Recovery Point Objective. Merci beaucoup pour ce rappel. Doit-on considérer, alors normalement, ce sont les administratifs comme les responsables de secteur. Alors, je ne suis pas tout à fait, je ne partage pas forcément ça. Voilà. Moi, je pars du principe qu'il faut que ce soit le professionnel sur le terrain qui accède au DUI. Alors, attendez, il y a plein de messages. N'hésitez pas à prendre la parole. Que veut dire le mode SaaS, Software as a Services? Ça veut dire ça. Donc, en fait, c'est le mode SaaS, en fait, ça veut dire que c'est hébergé chez l'éditeur. L'éditeur vous fournit un service de logiciel. Et en fait, vous n'achetez pas un logiciel, mais vous achetez un abonnement à un logiciel qui est hébergé chez l'éditeur, ce qui vous évite toute l'infrastructure serveur. Très bien. On passe à la slide suivante. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main. Hein. C'est toujours plus sympa quand on entend les personnes, comme tout à l'heure. Sécurité et cyberdéfense. Donc, l'intégration de données de santé dans un système d'information implique un haut niveau de sécurité avec des briques techniques et fonctionnelles obligatoires et à jour. Ne serait-ce que l'antivirus sur les PC, ne serait-ce que des versions de système qui soient à jour, notamment quand on est sur une infrastructure, quand on est propriétaire de nos serveurs. Hein. Quand on est propriétaire de nos serveurs, il faut absolument une brique de sécurité, ce qu'on appelle le firewall, pour que toute personne qui soit sur Internet ne puisse pas accéder aux données de santé. Voilà. Je vous ai mis en copie, en exemple, le guide cyber en 13 questions pour le social et le médico-social, qui est relativement bien fait, qui est un très très bon guide, où en fait, ça vous pose des questions simples et avec différentes réponses possibles, et ça vous permet de mesurer votre niveau de maturité en cyberinformatique. Connaissez-vous suffisamment votre parc informatique? Alors, si vous ne le connaissez pas, ça veut dire que vous ne faites pas de plan de renouvellement, donc ça veut dire que vous avez des vieux PC. Des PC qui ne vont pas être à jour et qui sont donc attaquables. Hein. Effectuez-vous des sauvegardes régulières? Très important. Avez-vous régulièrement des mises à jour? Ça, il faut s'en assurer parce qu'en fait, il y a beaucoup de mises à jour qui viennent combler des troubles de sécurité. Activez-vous un pare-feu. Alors, tout ce guide, en fait, je ne vais pas le lister ici aujourd'hui, hein, ce n'est pas l'intérêt. Mais il y a toute une partie technique, mais une partie communication. Il faut absolument communiquer vers ces professionnels sur l'importance de ce qu'ils font sur informatique par rapport à la cybersécurité. Quand on reçoit des mails, ce n'est pas la peine de se jeter dessus et il faut vérifier l'expéditeur et ainsi de suite pour être sûr que ce ne soit pas un cryptolocker qui arrive par mail. Généralement, les professionnels sont très attentifs à ce genre de communication lorsqu'elle est bien ciblée, elle est assez imagée, parce que ça leur sert aussi bien dans le cadre professionnel que dans le cadre personnel. Et cette communication est vraiment très, très importante. Une bonne partie des cryptolockers viennent par l'utilisateur, par une non-maîtrise, une non-vérification des mails entrants. Le dernier point important pour réussir le déploiement de son DUI, c'est vérifier l'accès, les débits réseau. Hein. On l'a vu avec l'arrivée du Covid, les confinements, ainsi de suite, où on a mis en place énormément de visioconférences. Donc, j'aurais tendance à dire que si aujourd'hui vous m'entendez fort et clair et que vous me voyez et que vous voyez la présentation, on pourrait laisser présager que votre réseau Internet il a suffisamment de débit. Cependant, avec l'arrivée du DUI,
vous allez forcément augmenter le flux entre votre établissement et la sortie Internet. Et donc, ce flux, il va falloir l'anticiper et s'assurer que, que vous êtes sur un accès Internet qui soit suffisant pour réussir le déploiement de votre DUI. Vous vous rappelez tout à l'heure, dans la partie conduite du changement, je vous ai dit que ce sont les premières minutes qui sont vitales pour favoriser l'adhésion d'un professionnel à un logiciel. Si le logiciel est lent, parce que votre réseau n'est pas suffisamment dimensionné, le professionnel, il aura la bonne excuse pour dire « ça ne marche pas ». Et donc là, du coup, le changement, il est en échec. Donc, il faut absolument faire évoluer significativement les débits des accès Internet. Je poursuis. Enfin, toutes ces évolutions font prendre conscience qu'il y a un retard ici ou là sur telle ou telle partie. Je vous invite à faire l'autodiag de maturité SI de la NAP, donc c'est la prod qui est en lien affiché là, qui vous permet de vous poser les bonnes questions sur les 7 dimensions d'un système d'information. Les pratiques et management du SI. Est-ce que j'ai bien une feuille de route avec une politique de renouvellement de mon parc bureautique, par exemple? L'adéquation fonctionnelle. Est-ce que j'ai bien les logiciels qui sont en cohérence avec mes besoins, avec les besoins de mes professionnels? Là, on parle de dossier usage informatisé, donc vous allez forcément avoir plus de modules fonctionnels dans le dossier usage informatisé. Est-ce que mon infrastructure technique, elle est suffisante? On en a parlé. Mon réseau, interne ou externe, les sauvegardes, la sécurité, les PC, et ainsi de suite. Est-ce que finalement, mon prestataire interne ou externe, il s'engage sur une qualité de service? Tout à l'heure, je vous ai dit, l'utilisateur, il a besoin de savoir qui appeler quand il est embêté. Sinon, il ne va pas utiliser l'informatique. Et il a besoin de savoir qui il peut appeler et sous combien de temps il répond. Et donc, en fait, tout service informatique, qu'il soit interne ou externe, doit s'engager sur des engagements de service. C'est ce qu'on appelle les SLA, Service Level Agreement. En combien de temps je livre un PC? À partir du moment où il est commandé. En combien de temps je réponds à un utilisateur qui exprime un besoin, une panne, un souci, une angoisse, et ainsi de suite. Ensuite, il y a toute la dimension sécurité, qu'il soit technique ou organisationnelle, dont la partie communication. L'éthique et le développement durable. L'éthique, à quoi sert toute cette partie informatique finalement? Comment je protège mes usagers et mes professionnels de toute cette informatique? Et qu'est-ce que je fais de mes anciens matériels? Ah, je les garde au cas où j'ai un professionnel qui arrive. Mais oui, mais non, parce qu'en fait, un PC qu'on a retiré du parc qui a 5 ans, s'il était mauvais pour un professionnel, il sera toujours mauvais pour un autre professionnel. Donc, je le recycle en respectant la norme des 3E sur le traitement des déchets électroniques. Et enfin, tout ce système d'information, est-ce qu'il est cohérent avec les attentes de mes professionnels? Donc, ce qui est important, c'est de temps en temps de faire une enquête de satisfaction auprès de mes professionnels, une fois par an, par exemple, pour comprendre la qualité du système d'information par rapport à mes professionnels. Est-ce que ça répond aux besoins de mes professionnels ou pas? Et quels sont les points faibles, de manière à ce que je dessine ma feuille de route SI ou que je dessine mon schéma directeur d'un système d'information en conséquence. L'objectif d'avoir un système d'information, c'est qu'il soit en parfaite adéquation entre les besoins des professionnels et les besoins de la direction de l'établissement. Voilà. On va passer cette slide, puisqu'en fait, votre contact, c'est le collectif SI social, médico-social des Hauts-de-France. Et je pose la question à tout le monde. Est-ce que vous avez encore des questions avant que je redonne la parole à Cécile? Que ce soit sur les prérequis organisationnels, conduite du projet, gestion de projet, conduite du changement, ou sur les prérequis techniques, parce que je peux comprendre que il y a certains établissements qui sont dans des zones reculées, qui n'ont pas forcément la fibre pour pouvoir faire évoluer les débits. Oui, moi j'ai une question. Oui. Concernant cet autodiagnostic ANAP sur la maturité DSI, est-ce qu'on peut envoyer le lien à nos structures pour qu'elles fassent le diagnostic dès à présent? Et est-ce qu'il faut avoir un compte ANAP? Parce que
j'ai essayé Oui. d'aller un peu sur la page et oui. Ouais, il faut avoir un compte ANA parce que c'est un diagnostic en ligne. Alors, Oui. soyez vigilants parce qu'en fait, il y a 2 diagnostics possibles et ça va dépendre à qui vous l'envoyez. Là, la prod qui est mise en lien dans le chat, c'est le diagnostic à destination des informaticiens, avec un langage D'accord. informaticien. D'accord. Le collectif SI social et médico-social des Hauts-de-France vous communiquera le lien pour l'autodiagnostic à destination des directeurs d'établissement, qui ne parlent D'accord. pas Ok. informatique, qui parlent des questions de non-informaticiens. Et c'est Ok. celui-ci que vous pourrez envoyer à vos établissements, sauf si vous avez une politique au niveau de l'organisme gestionnaire. Dans ce cas-là, on fait un autodiag au niveau de l'organisme gestionnaire. D'accord. Ouais. Voilà. Ok. Bon. Merci. Eh ben, très bien. Juste en dernier mot, avant que je donne la parole à Cécile, je reviens sur un point de la conduite du changement où il faut être vigilant sur les capacités des professionnels sur l'évolution du numérique. Ils sont excellents dans leur métier, comme chacun autour de cette table virtuelle. Nous sommes tous excellents dans notre métier, mais on a forcément un point faible dans tel ou tel domaine d'activité. Et ça, il faut l'entendre, il faut le comprendre, et ça s'accompagne. Soyez vigilants sur les jeunes qui arrivent, qui sont experts de TikTok, Instagram et WhatsApp, mais dès qu'il faut trouver des données professionnelles dans un logiciel professionnel, c'est beaucoup plus compliqué. Et on s'aperçoit dans les établissements, notamment de la conduite du changement, que beaucoup ont fait l'erreur de dire c'est une profession assez jeune et qui est assez habile sur les réseaux sociaux et donc qui pourra prendre en compte les changements facilement. On trouve énormément de gens qui sont en situation de fracture numérique chez les jeunes quand on sort de TikTok, Instagram et WhatsApp. Donc il faut être vigilant et pas d'avoir de préjugés sur telle ou telle personne, mais bien accompagner tout le monde. Voilà. C'est avec voilà, je suis arrivé au bout de ce que je voulais dire dans ce webinaire et du coup, je rends la main à Cécile. Merci beaucoup, Ghislain, pour cette intervention. Donc, effectivement, moi, je poursuis si à ce stade, il y a pas de questions, pas de remarques complémentaires. Donc, on vous a remis ici sur cette slide quelques ressources qui ont déjà été en grande majorité citées par Ghislain lors de son intervention. Donc, le lien vers l'autodiagnostic, le guide sur la cybersécurité et 2 outils de l'ANAP qui ont été présentés précédemment. Vous avez possibilité, si vous le souhaitez, de regarder en replay les webinaires précédents du collectif. Notamment, ce matin ont été évoqués l'autodiagnostic ANAP. Sachez qu'il y a eu un premier webinaire qui a traité de ce sujet-là en particulier. On a également pu faire un webinaire précédemment qui traitait du guide justement sur la cybersécurité. Donc, vous avez également le replay qui est disponible. Et puis, nous avons aussi fait un webinaire qui traitait des manières de mener un projet de coopération pour pouvoir répondre à l'appel à projet ESMS numérique. Les participants aujourd'hui, de l'Assemblée, vous allez recevoir prochainement un mail avec le replay et vous pourrez aussi le consulter par la suite sur notre site internet. Pour information, donc comme je vous le disais en début de webinaire, nous avons encore 4 séquences qui vont arriver. La prochaine est donc mercredi 5 avril de 14 h à 15 h sur le déploiement des services et des référentiels socles nationaux. Puis un autre webinaire mercredi 19 avril de 11 h à midi. Là, ça va traiter plutôt du financement à l'équipement d'une solution DUI conforme. Donc, comment faire pour sécuriser l'engagement d'une prestation SONS auprès de votre éditeur. Ensuite, mercredi 26 avril de 11 h à midi, il y aura un webinaire sur la conduite du changement et justement l'accompagnement aux nouveaux usages, donc sujet qui a été évoqué déjà un petit peu ce matin. Et le dernier webinaire de ce cycle aura lieu le mercredi 3 mai de 11 h à midi sur la conduite d'un projet SI, les rôles, les responsabilités et les ressources pour sécuriser la mise en œuvre de ce projet.
Si à l'issue de ce webinaire, vous avez vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous retrouvez ici sur ce support les coordonnées de Stéphanie Savio, qui est la chef de projet au sein du collectif SI des Hauts-de-France. Également les coordonnées de Laurie Wagnon, qui est la chargée de mission sur le secteur du Nord et du Pas-de-Calais. Mes propres coordonnées, et donc moi je suis en charge plutôt du secteur de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme. Et vous retrouverez également les coordonnées pour finir de Colline Martineau, qui est chargé de mission sur l'ensemble des Hauts-de-France. Merci beaucoup à tous. Est-ce que j'ai plus accès en visu aux commentaires. Est-ce que à ce stade, il y avait, Gwenaëlle, peut-être d'autres remarques, souhaits d'intervention? Non, c'est tout est bon. D'accord, et bien alors dans ces cas-là, je vous propose de conclure. Je remercie vraiment l'ensemble des participants voilà, d'être présents à ce jour et on espère vous revoir bientôt sur nos prochains webinaires. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.